Est-ce que ça vaut encore le coup de suivre Dragon Ball Super? Depuis même la sortie de DBS, la série recevait déjà d'énormes critiques de la part des fans, surtout après la catastrophe que fut l'épisode 5. Plusieurs fans commençaient déjà à douter des capacités de cette nouvelle série à pouvoir se mettre à la hauteur du légendaire animé Dragon Ball Z. Au moment où je fais cette vidéo, nous nous retrouvons 9 ans après la sortie du film Fukatsu no F et des débuts de DBS. Et il y a eu énormément de bas, mais aussi pas mal de hauts, notamment l'arc Black, la hype du tournoi et l'arc Moro. Bon, là on est au chapitre 102, beaucoup de personnes ont décidé de drop définitivement le manga parce que ça devient juste un cirque et les incohérences sont aujourd'hui assumées. Mais qu'est-ce qui est vraiment incohérent en fait? Freezer qui rattrape plus de 10 ans d'entraînement de Goku en seulement 4 mois? Pas trop, puisqu'on nous a expliqué que le type ne s'est jamais entraîné de sa vie. Genre, sous sa forme full power 100%, il arrivait à tenir tête à un Goku Super Saiyan qui n'a atteint ce stade qu'après plusieurs années de labeur et de souffrance. Donc, pour Freezer, c'est justifié. Alors, qu'en est-il de Vegeta qui atteint le Super Saiyan God avec zéro rituel? Eh bien, Whis nous a expliqué que Vegeta a tout simplement débloqué le ki divin en s'entraînant avec lui. En gros, à force de s'entraîner avec un ange, son corps a réussi à absorber et assimiler le ki divin. Est-ce que c'est incohérent? Non plus, parce qu'on nous a jamais dit que le rituel était la seule et unique solution. Et même si Shenron l'avait dit, il ne pourra pas savoir qu'il y a un niveau encore supérieur à cela, notamment un entraînement avec un ange ou Hakaishin. Donc, c'est pas une incohérence, mais un manque d'information. Alors, est-ce que Shenron a conscience de l'existence des Hakaishin et des anges? Oui. Du coup, pourquoi il a pas donné une deuxième explication à Goku et ses amis? Eh ben, tout simplement pour des raisons de scénario. Quand Battle of Gods est sorti en 2013, les scénaristes n'ont pas pensé à la deuxième possibilité. C'est aussi simple que ça. Sinon, si on veut réellement se poser la question dans le scénario même, eh bien, on pourra tout simplement dire que Shenron ne pourrait pas donner cette explication puisqu'il ne sait même pas que les anges peuvent se permettre d'entraîner des mortels. Ça ne s'est jamais passé pendant des millions d'années, donc il estimerait logiquement que l'information serait inutile à donner. Après, qu'on le veuille ou pas, le problème pour le Sage-God de Vegeta, c'est qu'ils ont même pas pris la peine de nous montrer ne serait-ce qu'une portion de cet entraînement et nous donner une explication digne de cela. Parce que là, oui, tu vas me dire, oui, mais c'est du Dragon Ball, pas besoin d'expliquer en détail. Pourtant, le Kaioken nous avait été détaillé par Maître Kaio, et vu comment il y a une grande majorité des fans aujourd'hui qui ne comprennent pas comment le ki divin fonctionne, c'est que le problème ne vient pas d'eux, mais vient de Toyotaro et Toriyama. J'aimerais bien expliquer plus en profondeur le God Ki dans cette vidéo, mais elle va durer très longtemps, donc je le ferai dans une future vidéo. Alors abonne-toi et n'oublie surtout pas d'activer la cloche, elle peut apparaître à tout moment. Mais donc, si tout ça c'est cohérent, qu'est-ce qui est vraiment incohérent avec Dragon Ball Super? Est-ce que je veux bien qu'on m'explique comment Gohan Beast arrive à atteindre le niveau d'un Goku Ultra Instinct perfectionné minimum de l'arc Moro? Et c'est là où la communauté s'est divisée entre ceux qui trouvent que le Beast est incohérent et ceux qui pensent que c'est cohérent car Gohan a un potentiel de fou furieux. Mais il y a eu surtout beaucoup de gens qui ont décidé de lâcher le manga comme je l'avais dit au début de ma vidéo. Alors oui, il y a tellement eu d'incohérences scénaristiques dans Dragon Ball Super et ça a beaucoup augmenté avec l'arc Granola. Mais là, depuis Super Hero, ça devient une folie, non? Bah en soi, ils avaient vraiment pas le choix. Ils ont fait tellement avancer Goku et Vegeta qu'ils se sont retrouvés coincés avec deux personnages surpuissants et tout le reste, ça a été jeté à la poubelle. Donc ils ont deux choix. Soit ils continuent à faire évoluer Goku et Vegeta et on s'en fiche de tout le monde, ou sinon on écoute les fans qui kiffent Gohan et Toriyama qui kiffent Piccolo et on les fait rattraper la course des puissances d'une manière ou d'une autre. Pour Piccolo, ça a été totalement justifié par Shenron et l'upgrade qu'il a subi grâce à l'eau sacrée que Dende a utilisé. Le reste, j'ai tout expliqué dans cette vidéo. Pour Gohan, c'est là où ça se complique. Non seulement le Gohan Ultimate, et d'ailleurs qu'il soit Ultimate ou pas en Ultimate, ça c'est encore un autre débat que je vais disséquer en long et en large dans une future vidéo, et bah à aucun moment on nous a montré qu'il était niveau SCJ Blue. Dans le manga bien sûr. Même dans l'arc Granola, bah il ne l'est clairement pas. Et on a vu ça grâce au combat contre Saganbo. Pourtant dans l'arc Super Hero face au Gamma, il nous montre un autre niveau. Donc Saganbo est plus fort que les Gamma. C'est comme si tu me disais que les Saibamen sont plus forts que la Ginyu Force. Logiquement, plus on avance, plus les ennemis sont plus puissants que les précédents. Donc là, pour moi, ce n'est pas une question de comparaison de puissance, mais de comparaison de l'état de Gohan. Est-ce qu'il était réellement en Ultimate ou il ne l'a jamais été depuis tout ce temps? Et s'il l'a été, pourquoi sa forme est soudainement appelée Ultimate et est considérée comme une transformation depuis le chapitre 102? Trop de questions pour lesquelles je répondrai dans une future vidéo comme promis. Donc oui, comment un gars pareil
peut sauter la puissance du SSJ God, du SSJ Blue, du SSJ Blue Full Power, du Migaté non maîtrisé pour direct atteindre le niveau Migaté perfectionné débloqué à l'Arc Moro, qui maintenant est minimum 2 fois plus puissant qu'il ne l'était. Est-ce que c'est incohérent ou c'est cohérent mais c'est juste absurde? On en reparlera une autre fois pour Gohan Ultimate. Mais du coup, parmi tout ça, à part quelques incohérences qui apparaissent depuis l'arc Granola dans le manga, il y a pas grand chose, non? Ça va quoi? Enfin, à part le Tolambo qui exauce un vœu aussi surcheaté pour Granola alors que le truc on peut l'invoquer avec 2 petites boules de cristal la taille d'une Pokéball, il y a pas grand chose, non? Pas vraiment, puisque les fans ne sont pas énervés que par les incohérences de puissance, mais par plusieurs autres trucs. Par exemple, les cheveux de Mirai Trunks, les cheveux du Trunks du présent qui virent au bleu soudainement, va savoir pourquoi. Et s'ils ont changé en bleu, pourquoi celui du futur a gardé cette couleur quand il avait le même âge? Puis t'as le design de Bulma qui fait encore 29 ans alors qu'elle pousse la cinquantaine, là où son design ressemblait à ça. Il y a que quelques mois de différence entre cette Bulma et cette Bulma. Puis l'explication farouche du Super Saiyan de l'anime dans l'univers 6. On passe de souffrance et de rage à de simples picotements dans le dos frauduleux. Puis la couleur rose du Super Saiyan rosé, même si je trouve Black Goku super stylé, s'agirait de nous donner une meilleure explication que celle où il nous sort haha j'ai juste choisi cette couleur. Super l'explication. Donc maintenant on a un menu pour customiser la couleur des cheveux et on le savait pas. Bref, il y a tellement de choses comme ça dans DBS qui gâchent vraiment l'ambiance. Alors oui, la cerise sur le gâteau c'est le clown qui est devenu Goku, mais ça on en a déjà parlé dans cette vidéo. C'est pas 2 ou 3 trucs, mais un cumul de points négatifs qui a poussé beaucoup de fans à détester DBS et à littéralement arrêter de lire et de regarder. Et depuis la sortie du chapitre 102, j'ai remarqué beaucoup de commentaires de Saiyajin qui me demandaient à moi et à d'autres Saiyajin comment on est encore capable de lire une telle catastrophe. Pourquoi on perd notre temps à en parler? Les auteurs se foutent clairement de notre gueule et nous on est encore là à expliquer et faire des théories ensemble. Et en soi, je comprends leur questionnement. Peut-être qu'ils nous prennent pour des fous et que la passion nous a aveuglés, mais pour mon cas, pour être sincère, partager cette passion en faisant des vidéos de tout type, que ce soit critique ou explication ou théorie, m'a vraiment beaucoup aidé à mieux apprécier l'œuvre et à trouver du sens à certaines choses, comme pour la transformation de Piccolo ou celle de Black Freezer. D'ailleurs, la vidéo explicative de Black Freezer fait partie des plus populaires et des plus aimées par la commu, ce qui me fait vraiment très plaisir, non seulement pour le travail et la réflexion que j'ai fourni, mais surtout parce que j'ai pu aider énormément de fans à mieux comprendre et apprécier ces transformations. Perso, rien que faire cette vidéo m'a aidé à mieux comprendre Dragon Ball Super et à faire limite des sauvetages miraculeux pour certains trucs, parce que les auteurs sont pas capables de nous expliquer quoi que ce soit. Ça me fait plaisir que beaucoup de gens ont décidé de prendre mon explication et mon interprétation de la nouvelle forme de Black Freezer comme explication officielle. Franchement, il y a une chose aussi que j'ai pu apprendre avec Dragon Ball Super, c'est de ne plus jamais avoir de grosses attentes. Parce qu'en général, on finira toujours par être déçu. Toujours. Ça, on l'a testé. Que ce soit avec l'arc Black Goku dans le manga, l'arc Tourna du pouvoir, alors lui, c'était une déception totale. L'arc Moro, au début, c'était trop bien, et à la fin, bon, mid. L'arc Granola, pareil, ça a très bien commencé. Donc, maintenant, normalement, tout le monde a appris à ne plus avoir de grosses attentes avec DBS. Du coup, vaut mieux s'attendre au strict minimum, et peut-être qu'ils réussiront à nous offrir de belles surprises. Mais donc, est-ce que ça vaut la peine de suivre encore Dragon Ball Super? Bon, sachez une chose. Tant que je suis présent sur cette terre, je ferai en sorte que notre expérience avec Dragon Ball Super soit la meilleure possible. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ça, on en a l'habitude désormais. Mais juste, pourquoi se limiter à lire et à se plaindre et à venir lâcher du négatif? Parce que si tu ne penses qu'au négatif, tout ce que tu liras et tu verras ne sera que négatif. Et franchement, vivre comme ça, c'est pas ce que je veux. Surtout pour du Dragon Ball. Alors oui, il y a des choses qui sont super négatives, comme le Goku débile auquel je ne trouverai pas quelque chose de bien, mais il y aura toujours du positif ailleurs. Si le Goku est catastrophique, on peut toujours parler de Gohan, de Vegeta, de Freezer, peu importe. En gros, faut toujours savoir doser et trouver la balance entre le bien et le mal. DBS n'est pas totalement mauvais, mais c'est pas totalement bien non plus. Certes, il ne sera jamais à la hauteur du vrai Dragon Ball de Toriyama, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Imagine le vide que ça aurait été si on n'avait jamais eu ni film ni série animée depuis toutes ces années. Imagine t'es là et tu vois tous ces fans de One Piece encore suivre l'aventure de Luffy qui augmente en hype chaque année. Tu vois les fans de Naruto qui ont Boruto comme suite, et puis t'as nous qui avons rien du tout. Imaginez si le Migaté n'a jamais existé, si toute cette hype du Migaté, si tous ces moments de hype qui ont existé avec Dragon Ball Super n'étaient qu'une illusion, qu'un rêve dont tu ne souhaites jamais te réveiller. Imagine si on n'avait jamais eu ces samedis soirs à 1h du matin en train de regarder passionnément le nouvel épisode de Dragon Ball sans aucun sous-titre, mais tu t'en fiches car ta passion est tellement forte que tu ne peux dormir avec le sourire que si tu regardes cet épisode, que tu vas ensuite
regarder en VSTFR le lendemain. Imagine si tout ce qu'on a vécu n'a jamais existé et que tout n'était qu'un rêve. Et lorsqu'on va se réveiller, on va poster sur les réseaux et dire à quel point Dragon Ball c'est le meilleur manga de tous les temps et qu'on rêverait qu'un jour ils nous sortent un nouvel animé avec la qualité moderne. Franchement, même si tu trouves que Dragon Ball Super c'est nul et qu'il n'y a rien de bon dedans, c'est pas déjà mieux que de ne rien avoir. De toute façon, si c'est pas une suite digne, tu peux toujours te limiter aux 42 tomes ou même à Dragon Ball GT et ainsi considérer DBS comme une série non canon juste faite pour le plaisir des fans. C'est pas un peu ce qu'on voulait quand on regardait en boucle les openings de DB Heroes quand on était petit? Quand tu voyais Goku dessiner avec cette qualité moderne et tu rêvais qu'il en fasse des épisodes un de ces jours, tu t'en foutais que ce soit canon ou pas, tu voulais juste du Dragon Ball. Alors, pourquoi se plaindre quand on a enfin le choix? Pourquoi se plaindre alors que tu peux juste décider que Dragon Ball Super c'est pas canon et que c'est juste pour le kiff? Comme ça, tu t'empêcherais de dire que c'est canon et que ça ruine l'œuvre originelle. Sachez que je suis très conscient des nombreux problèmes de DBS pour les gens qui vont me découvrir avec cette vidéo. Mais mon rôle ici, ce n'est pas de faire des vidéos pour pleurer, me plaindre et insulter DBS non-stop H24. Je sais aussi reconnaître qu'avec tout le négatif qui est présent, il y a beaucoup de positifs. Et si vous les avez oubliés, je serai toujours là pour vous les remémorer. En tout cas, une chose est sûre, malgré tout ce qui peut se passer, Dragon Ball, c'est la vie.